Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne... S'il avait été possible de dissimuler à ma mère mon affreuse désagrégation, je l'aurais fait. Mais dès lors qu'un membre d'une famille se retrouve emmené et interné, les autres surgissent, pleins d'inquiétude et de pitié. Ce que j'avais ardemment souhaité cacher à maman, j'avais pu le laisser voir en toute liberté à ma sœur, Béatrice. Elle avait appris la nouvelle, et 2 jours après mon admission dans l'unité sud, avait sauté dans un avion pour New York. Je ne vis pas qu'on lui ouvrait les portes de verre. Mon attention avait dû fléchir un instant, parce que j'avais pourtant attendu et guetté son arrivée. Je crois qu'elle m'aperçut immédiatement, car je levai la tête en entendant le claquement décidé de ses hauts talons, tandis qu'elle marchait vers moi, s'asseyait sur le canapé bizarrement glissant de la salle commune, et m'entourait de ses bras. Dès que je sentis la pression de ses doigts sur mes bras, l'étouffante sécheresse du cocon antipsychotique dans lequel je m'étais réfugiée se brisa, et je sanglotai à grand bruit. Béa me berçait, me caressait la tête. « Mia, disait-elle, ma Mia. » Lorsque Daisy vint me voir pour la 2e fois, j'étais saine d'esprit. La ruine avait été au moins en partie réparée, et je ne gémis pas devant elle. Crise de larmes, hurlements, cris perçants et rires sans cause n'avaient rien d'extraordinaire dans ce service, et passaient pour la plupart inaperçus. La folie est un état de profonde absorption en soi-même. Il faut un effort extrême, rien que pour savoir où on en est. Et le tournant vers la guérison se produit dès l'instant où une parcelle du monde est autorisée à entrer, quand une personne ou un objet franchit la barrière. Le visage de Béa. Le visage de ma sœur. Ma dépression nerveuse peinait Béa, mais je craignais qu'elle ne tue ma mère. Ce ne fut pas le cas. Assise en face d'elle dans le petit appartement, je me dis soudain que ma mère était pour moi un lieu, tout autant qu'une personne. La maison de famille d'époque victorienne, au coin de Moon Street, où mes parents avaient habité 40 années durant, avec ses salons spacieux et son labyrinthe de chambres à coucher à l'étage, avait été vendue après la mort de mon père. Et quand je passais devant, le chagrin de l'avoir perdue m'affligeait autant que si j'avais encore été une enfant, incapable de comprendre que quelque parvenu occupe ces lieux familiers. Mais c'était en ma mère elle-même que je me sentais à la maison. Il n'y a pas de vie sans un sol, sans un sentiment de l'espace, qui n'est pas seulement extérieur, mais intérieur aussi. Les lieux mentaux. Pour moi, la folie avait constitué une suspension. Quand Boris s'enfuit de cette manière abrupte promener ailleurs son corps et sa voix, je me mis à flotter. Un jour, il laissa échapper son désir d'une pause, et ce fut tout. Sans doute avait-il médité sa décision, mais je n'avais eu aucune part à ses réflexions. Un homme sort acheter des cigarettes et ne revient jamais. Un homme dit à sa femme qu'il va faire un tour et ne rentre pas à la maison pour dîner. Plus jamais. Un jour d'hiver, l'homme s'est levé et est parti. Point. Boris n'avait pas exprimé son insatisfaction. Il ne m'avait jamais dit qu'il ne voulait plus de moi. Ça l'avait pris, comme ça. Qui étaient ces hommes ? Après m'être reconstituée grâce à l'aide de professionnels, je retournai vers un territoire plus ancien, plus fiable, vers le pays de M. Il est vrai que le monde de maman avait rétréci, et elle avait rétréci avec lui. Elle mangeait trop peu, me disais-je. Laissée à elle-même, elle composait de grandes assiettées de carottes, poivrons et concombres crus, avec éventuellement un minuscule morceau de poisson, de jambon ou de fromage. Pendant des années, cette femme avait cuisiné, fait de la pâtisserie comme pour nourrir un régiment et conservé ses préparations à la cave dans un gigantesque congélateur. Elle avait cousu nos robes, reprisé nos bas de laine et astiqué les cuivres à les rendre aussi étincelants que des astres. Elle avait présenté le beurre en coquille lors des repas de fête, composé des bouquets de fleurs,
étendue et repassait les draps qui, quand on y dormait, sentaient le propre et le soleil. Elle avait chanté pour nous le soir, nous avait prodigué des lectures édifiantes, avait censuré certains films et défendu ses filles contre des institutrices incompréhensives. Et quand nous étions malades, elle installait pour l'enfant souffrante un lit sur le sol auprès d'elle, pendant qu'elle faisait le ménage. J'adorais être malade auprès de maman. Pas si je vomissais ou me sentais vraiment mal, sans doute, mais si j'étais en train de me remettre peu à peu. J'aimais être couchée dans le lit spécial et sentir sur mon front la main de maman, qu'elle passait alors dans mes cheveux humides de transpiration, afin de sentir si j'avais de la fièvre. J'aimais sentir le mouvement de ses jambes auprès de moi, écouter sa voix qui prenait cette intonation particulière, destinée à la malade, chantante et tendre, qui m'aurait inspiré l'envie de ne pas guérir, de rester à jamais là, sur cette petite couche, pâle, romantique et pathétique, à moitié moi, à moitié actrice en pamoison, mais toujours en sécurité dans l'orbite de ma mère. Quelquefois, désormais, ses mains tremblaient dans la cuisine, et une assiette ou une cuillère tombait soudain par terre. Ses tenues vestimentaires étaient toujours élégantes, immaculées, mais les taches, froissements et chaussures imparfaitement cirées lui inspiraient une inquiétude terrible, chose dont je ne me souvenais pas du temps de mon enfance. Je crois qu'elle avait intériorisé la maison impeccable, remplacée par des vêtements impeccables. Sa mémoire avait des défaillances, mais uniquement s'il s'agissait d'incidents récents ou de phrases qui venaient d'être prononcées. Elle se souvenait des premiers temps de sa vie avec une acuité quasi surnaturelle. Au fur et à mesure qu'elle prenait de l'âge, j'en faisais plus, et elle en faisait moins. Mais cette évolution de nos rapports semblait mineure. Bien que l'infatigable championne des arts ménagers eût disparu, la femme qui avait installé un petit lit pour garder auprès d'elle ses enfants malades était assise en face de moi, non diminuée. « J'ai toujours pensé que tu réagissais trop fort, dit-elle, reprenant un thème familial, que tu étais exagérément sensible, une princesse sur un petit pois. Et maintenant avec Boris ?» L'expression de son visage devint rigide. « Comment a-t-il pu? Il a plus de 60 ans, il doit être fou. » Elle me lança un regard et se plaqua la main sur la bouche. Je ris. « Tu es encore belle ?» dit ma mère. « Merci, maman. » La remarque était sûrement destinée à Boris. Comment pouvait-on abandonner l'encore belle? « Je voudrais que tu saches, poursuivis-je en réponse à rien, que les médecins estiment que je suis guérie, que cela peut arriver et puis ne plus jamais arriver. Ils estiment que je suis revenue à moi, une légère névrose de rien du tout, pas plus. Je pense que cela te fera du bien de donner ce petit cours. Est-ce que tu t'en réjouis un peu? Sa voix se brisait d'émotion, espoir mêlé d'inquiétude. Oui, répondis-je, bien que je n'ai jamais enseigné à des enfants. Après un silence, ma mère demanda. Tu crois que ça va lui passer à Boris? Le ça, en réalité, était un elle, mais j'appréciais le tact de ma mère. Nous ne lui donnerions pas de nom. Je ne sais pas, dis-je. Je ne sais pas ce qui se passe en lui. Je ne l'ai jamais su. Ma mère hocha la tête d'un air triste, comme si elle savait tout cela. Comme si cet accident dans ma vie de couple faisait partie d'un scénario universel dont elle avait depuis longtemps connaissance. Maman, la sage. Les échos de signification ressentis parcouraient, tel un courant, son corps menu. Cela n'avait pas changé. En m'en allant par le couloir de Rolling Meadows Est, je me surpris à fredonner et puis à chanter doucement. Scintillez, scintillez, petite pipistrelle, qui doucement venez nous frôler de votre aile. Dans le crépuscule où sans bruit vous voltez, scintillez, scintillez comme un plateau à thé. J'organisais mes matinées en cette première semaine. Je travaillais tranquillement à mon nouveau bureau, puis je lisais quelques heures avant les visites à ma mère, l'après-midi, et nos longues conversations. Je l'écoutais raconter ses histoires sur Boston et mes grands-parents, sur le quotidien idyllique de son enfance bourgeoise, perturbé de temps à autre par son frère Harry, un diablotin, par un révolutionnaire, qui était mort de la polio à 12 ans,
quand ma mère en avait 9 et avait bouleversé son univers. Elle s'était promis ce jour-là, en décembre, d'écrire tout ce dont elle se souviendrait au sujet de Harry. Et elle le fit durant des mois. Harry ne pouvait pas s'empêcher de bouger les jambes. Il n'arrêtait pas de les balancer contre les pieds de sa chaise au petit déjeuner. Harry avait sur le coude une tache de rousseur qui ressemblait à une petite souris. Je me rappelle que Harry a un jour pleuré dans le placard pour que je ne le voie pas. Je préparais à dîner pour maman presque tous les soirs chez moi, ou chez elle. Je la nourrissais bien, viande, pommes de terre et pâtes. Et puis je revenais en marchant dans l'herbe mouillée à la maison louée, où j'enrageais toute seule. Sturm und Drang. De qui était cette pièce? Friedrich von Klinger. Kling, clang, bang. Mia Fredriksson en révolte contre le stresseur. Storm and stress. Larmes, oreiller malmené. Femme monstre explose dans l'espace et éclate en petits morceaux qui s'éparpillent et se dépose sur la petite ville de Bondon. Le grand théâtre de Mia Fredriksson en plein tourment, sans autre public que les murs. En passant mur à elle, pas à Boris Siskovitch, traître, salaud et bien-aimé. Pas lui, pas B.I. Sommeil impossible, sinon sous sédatif, et leur oubli sans rêve. Les nuits sont dures, dis-je. Je n'arrête pas de penser à notre couple. J'entendais la respiration du docteur S. Quel genre de pensée? Fureur, haine et amour. Me voilà qui est succinct, dit-elle. Je me la figurais souriante, mais j'insistais. Je le déteste. J'ai reçu un courriel. Comment vas-tu, Mia? Boris. J'avais envie de lui envoyer un gros crachat. Boris se sent probablement Coupable, ne croyez-vous pas? Et inquiet. À mon avis, il est embarrassé aussi. Et d'après ce que vous m'avez raconté, Daisy a été très en colère contre vous. Et cela doit le toucher au plus profond. Il est évident que ce n'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec le conflit. Il y a des raisons à cela, Millet. Pensez à sa famille, à son frère. Pensez au suicide de Stéphane. Je ne répondis pas. Je me rappelais la voix éteinte de Boris au téléphone, me disant qu'il avait trouvé Stéphane mort. Je me rappelais les mots « Appelez le plombier » sur un post-it au mur de la cuisine, et chacune des lettres de ce pense-bête avait quelque chose d'incongru, comme si ce n'était pas de l'anglais. Cela n'avait aucun sens, mais la voix dans ma tête était coupante, réaliste. Tu dois téléphoner à la police et aller le rejoindre tout de suite. Ni confusion, ni panique. Mais la conscience que cette chose terrible était arrivée et que je me sentais ferme. C'est arrivé. C'est vrai, tu dois agir tout de suite. Il y avait des gouttes de pluie sur les vitres du taxi, et puis de soudaines coulées d'eau à travers lesquelles j'apercevais les immeubles noyés de brume du centre-ville, et puis la plaque de rue, N. Moore, si ordinaire, si familière. L'ascenseur avec ses panneaux gris et froids, le son grave de la sonnette au 3e étage, Stéphane pendu, le mot non, et puis de nouveau non. Boris dans la salle de bain, en train de vomir, ma main qui lui caresse la tête, le prend fermement aux épaules. Il ne pleurait pas, il grondait dans mes bras comme un animal blessé. C'était terrible, dis-je d'une voix sans timbre. Oui. Je me suis occupée de lui. Je l'ai soutenu. Qu'est-ce qu'il aurait fait si je n'avais pas été là? Il s'était pétrifié. Je l'ai nourri. Je lui ai parlé. J'ai toléré son silence. Il refusait de se faire aider. Il allait au labo, menait les expériences, rentrait à la maison et redevenait de pierre. Quelquefois, j'ai peur de m'incinérer moi-même de colère. Je vais exploser, tout simplement. Je vais à nouveau m'effondrer. Exploser n'est pas la même chose que s'effondrer. Et ainsi que nous l'avons déjà dit, même l'effondrement peut avoir une utilité, un sens. Vous avez longtemps pris sur vous. Mais tolérer des fêlures, cela fait partie de la santé et de la vie. Je crois que c'est ce que vous faites. Vous ne me semblez pas avoir si peur de vous-même. Je vous aime, docteur S. Je suis heureuse de l'entendre.
J'entendis l'enfant avant de la voir. Une petite voix venant de derrière un buisson. Je vous mets au jardin, voilà, il faut pas faire les idiots ni les oiseaux, mes cocos. Absolument pas. Ploc. Ici, ici. Oui, regardez, une colline pour vous. Des arbres pissenlits. Un tout petit peu de vent. Bon, les amis, une maison. De la chaise longue où j'étais installée en train de lire, je vis apparaître une paire de courtes jambes nues. Elles firent 2 pas et tombèrent à genoux sur le sol. L'enfant, partiellement visible, tenait un seau en plastique vert qu'elle renversa par terre. J'aperçus une maison de poupées roses et une foule de figurines, en dur et en pluche, de dimensions variées, et puis la tête de la fillette, qui me donna un choc avant que je ne comprenne qu'elle portait une sorte de perruque de cheveux en pétard, un embrouillamini de nœuds couleur platine qui me fit penser à un Harpo Marx électrocuté. Le commentaire reprit. « Tu peux entrer, raton, et toi aussi tes nounours. Vous parlez ensemble. Un peu de vaisselle. » Sorti au pas de course, retour en trombe, semis de minuscules tasses et assiettes sur le gazon. Aménagement précipité, suivi de bruits de mastication, de claquements de lèvres et de rots simulés. « C'est pas poli de rôter à table. Regardez, il arrive, c'est Girafet. Il y a de la place pour toi, glisse-toi ici. » Girafet manquant de place, sa manipulatrice prit le parti de l'installer tête et cou dans la maison, corps au dehors. Je retournai à mon livre, mais la voix de l'enfant m'en arrachait de temps à autre, par de courtes exclamations et des chantonnements sonores. Un bref silence fut suivi par une lamentation soudaine. « Dommage que je suis réelle. Je peux pas entrer et vivre pour de vrai dans ma petite maison. » Je me souvenais. Je me souvenais de ce monde liminaire du presque, où les souhaits étaient quasi réels. Se pouvait-il que mes poupées bougent la nuit? La cuillère s'était-elle déplacée toute seule d'une fraction de centimètre? Mon espoir l'avait-il enchantée? Le réel et l'irréel, tels des miroirs jumeaux, si proches l'un de l'autre que tous deux respiraient, leur souffle vivait. Quelques craintes aussi. Il fallait frôler la sensation inconfortable que les rêves avaient débordé des limites du sommeil et surgi à la lumière du jour. « T'aimerais pas, disait Béa, si le plafond était le plancher? T'aimerais pas si on pouvait... » Plantée à 5 pas de moi, la fillette m'observait gravement. Une petite personne potelée et solide, de 3 ou 4 ans, avec un visage rond et de grands yeux sous la perruque saugrenue. D'une main serrée autour du cou, elle tenait Girafet, une créature marquée par la vie qui semblait avoir grand besoin d'une hospitalisation. « Bonjour, dis-je. Comment t'appelles-tu » Elle secoua vigoureusement la tête, gonfla les joues, se détourna soudain et s'enfuit. « Dommage que je suis réelle, pensai-je. Mon accès de trac avant ma rencontre avec les 7 adolescentes composant ma classe de poésie me paraissait ridicule. Et pourtant, je sentais la contraction de mes poumons, j'entendais ma respiration superficielle, le souffle bref de mon angoisse. Je m'admonestais sévèrement. Il y a des années que tu enseignes l'écriture à des étudiants en 3e cycle, et ici ce ne sont des enfants. De plus, tu aurais dû savoir qu'à Bondon, aucun garçon qui se respecte ne s'inscrirait à un atelier de poésie. Que par ici, en province, poésie signifie fragilité, poupée et douairière. Pourquoi t'attendrais-tu à attirer autre chose que quelques gamines nourrissant de vagues fantasmes, probablement sentimentaux, à propos de l'écriture de poèmes? Qui étais-je d'ailleurs? J'avais mon prix Doris, et j'avais mon doctorat en littérature comparée, et mon boulot à Columbia, signe extérieur de respectabilité à offrir comme preuve que mon échec n'était pas complet. Mon problème, c'était qu'en moi, l'intérieur avait touché l'extérieur. Après mon effondrement, j'avais perdu cette confiance allègre dans les rouages de ma propre intelligence. La conscience qui m'était venue parfois vers la fin de la quarantaine, que je pouvais bien rester ignorée, mais que j'étais capable de réfléchir mieux qu'à peu près n'importe qui. Que la masse de mes lectures avait fait de mon cerveau une machine à synthétiser, pouvant invoquer d'un même souffle la philosophie, la science et la littérature. Je me remontais à l'aide d'une liste de poètes, plus ou moins fous.
Letas, John Clare, Christopher Smart, Friedrich Hölderlin, Antonin Artaud, Paul Celan, Rendall Jarrell, Edna Saint-Vincent-Millet, Ezra Pound, Robert Ferguson, Velemir Klebnikov, Georg Prakel, Gustav Fröding, Hugh McDiarmid, Gérard de Nerval, Edgar Allan Poe, Bernd Singer, Anne Sexton, Robert Lowell, Theodor Roethke, Laura Riding, Sarah Teasdale, Rachel Lindsay, John Berryman, James Schuller, Sylvia Plath, Delmore Schwartz. Revigoré par la renommée de mes frères et sœurs en démence, en dépression et autres hallucinations, j'enfourchai ma bicyclette et m'en fus rencontrer les 7 fleurs poétiques de Bandon. En regardant mes élèves autour de la table, je me calmai. Ce n'était en effet que des enfants. Les réalités absurdes mais poignantes de ces filles à l'oreille de la vie s'imposèrent immédiatement à moi, et ma sympathie à leur égard faillit m'étouffer. Peyton Berg, plus grande que moi de plusieurs centimètres, très maigre, dépourvue de seins, ne cessait d'ajuster ses bras et ses jambes comme si ses membres lui étaient étrangers. Jessica Lorca était menue, mais elle avait le corps d'une femme. Il flottait autour d'elle une fausse atmosphère de féminité, qui se manifestait surtout par une affectation, une voix de bébé roucoulante. Ashley Larsen, cheveux bruns et lisses, yeux légèrement globuleux, marchait et s'asseyait avec cet air conscient de soi qui accompagne l'acquisition récente d'une zone érogène. Elle bombait le torse afin d'exposer sa poitrine en bouton. Emma Hartley s'effaçait derrière un voile de cheveux blonds, avec un sourire timide. Nikki Borud et John Kavacek, dodus et bien en voix, toutes deux, semblaient fonctionner en tandem, tel un seul individu maniéré et gloussant. Alice Wright, jolie, grandes dents appareillées, était en train de lire quand j'arrivai et continua paisiblement jusqu'à ce que le cours commence. Lorsqu'elle referma son livre, je vis que c'était Jeanne Eyre, et je ressentis de l'envie des premières découvertes. Au moins l'une d'entre elles s'était mis du parfum, lequel, par cette chaude journée de juin et mêlé à la poussière de la salle, me fit éternuer 2 fois. Jessica, Ashley, Nikki et Joanne étaient vêtues pour tout autre chose qu'un atelier de poésie. Ornées de longs pendants d'oreilles, de brillants à lèvres, d'ombres à paupières et de t-shirts imprimés de messages, exposant des ventres nus de formes et dimensions diverses, elles étaient entrées dans la pièce en paradant plus qu'en marchant. La bande des 4, songeai-je. Le confort, la sécurité, le groupe. Je fis mon laïus alors. Il n'y a pas de règle, leur dis-je. Pendant 6 semaines, 3 jours par semaine, nous allons danser avec les mots. Rien n'est interdit, ni pensée ni sujet. Absurdité, stupidité, sottises en tout genre sont autorisées. La grammaire, l'orthographe, rien de tout cela ne compte, du moins au début. Nous lirons des poèmes, mais vos poèmes n'ont pas besoin de ressembler à ceux que nous lirons. Les 7 gardèrent le silence. Vous voulez dire qu'on peut écrire à propos de n'importe quoi ? Lâcha Nikki. Même des trucs répugnants ? Si c'est ça que vous voulez, répondis-je. En fait, essayons ce mot. Répugnant, comme déclencheur. Après une brève explication de ce qu'est l'écriture automatique, je leur fis écrire leur réaction à répugnant, tout ce qui leur passerait par la tête pendant un intervalle de 10 minutes. Caca, pipi, morve et vomi apparurent sous plusieurs crayons en ordre serré. Joanne y ajouta « le sang des règles », ce qui suscita des petits fous rires et exclamations, et me fit me demander combien d'entre elles avaient passé ce seuil. Peyton disserta sur les bousses de vache. Emma, incapable apparemment de se laisser aller, s'en tint à des oranges et des citrons moisis. Au hasard de la rue, le hasard de la jeune fille blonde.
ce n'est pas celle-là. L'autre, c'était dans une autre rue, dans une autre ville, et moi j'étais un autre. Je m'égare soudain de la vision immédiate. Je suis à nouveau dans une autre ville, dans une autre rue, et une autre jeune fille passe. Quel grand avantage que de se rappeler sans transiger. Maintenant, je me morfonds de ne plus jamais avoir vu l'autre jeune fille. Et je me morfonds de n'avoir en fin de compte même pas suivi des yeux celle-ci. Quel grand avantage que d'avoir l'âme disposée à l'envers. Au moins on écrit des vers, on passe pour un fou et puis pour un génie le cas échéant. Merveille des célébrités. J'étais donc en train de dire qu'au moins on écrit des vers. Or ça c'était à propos d'une jeune fille blonde. Mais laquelle ? Il y en avait une que j'ai vue il y a fort longtemps, dans une autre ville, dans une autre sorte de rue, parce que tous les souvenirs sont le même souvenir, tout ce qui a été est la même mort, hier, aujourd'hui. Et qui sait, même demain. Un passant me regarde d'une façon étrange, autant qu'inattendue. Serais-je en train de faire des vers en gestes et grimaces? C'est bien possible. La jeune fille blonde, c'est la même finalement. Tout est la même chose finalement. Moi seul, d'une certaine façon, je ne suis pas le même. Et c'est la même chose aussi. Il est inutile de prolonger la conversation de tout ce silence. Tu gis assis, fumant dans un coin du grand sofa. Je gis assis, fumant sur le petit sofa profond. Entre nous, il n'y a eu, cela fait presque une heure. Que les regards d'une unique envie de dire nous renouvelions, et c'est tout, les cigarettes, la nouvelle au crépuscule de l'ancienne, et nous continuons notre conversation silencieuse, interrompue seulement par le désir, saisi par l'œil de parler. Oui, c'est inutile. Mais tout, même la vie des champs, est pareillement inutile. Il y a des choses qui sont difficiles à dire. Ce problème, par exemple. Lequel de nous deux aime-t-elle? Comment pouvons-nous en arriver à discuter cela? Pas même à parler d'elle, n'est-il pas vrai? Et surtout ne pas être le premier qui pense parler d'elle. Parler d'elle à l'autre, impassible et ami. La cendre de ta cigarette est tombée sur ta veste noire. J'allais t'en avertir, mais pour ça, il aurait fallu
Nous nous entre-regardons à nouveau comme des passants qui se croisent. Et le péché mutuel que nous n'avons pas commis a cligné en même temps tout au fond de nos deux regards. Soudain tu t'étires, tu te dresses à moitié. Tu n'as pas besoin de parler. Je vais me coucher, dis-tu, parce que tu es sur le point de le dire. Et tout cela si psychologique, si involontaire, par la faute d'une employée de bureau agréable et solennelle. Ah, allons nous coucher. Si je fais des vers à ce sujet, sache-le par avance, ce sera du mépris. Je ne pense en ce moment à rien, et cette chose centrale, qui n'est rien du tout, m'est aussi agréable que l'air de la nuit, frais par contraste avec l'été chaud du jour. Je ne pense en ce moment à rien, que c'est bon. Ne penser à rien, c'est avoir notre âme propre et tout entière. Ne penser à rien, c'est vivre intimement le flux et reflux de la vie. Je ne pense en ce moment à rien. Seul, comme si je m'étais mal adossé, une douleur dans le dos ou sur un côté du dos, et une amertume de bouche dans mon âme. C'est que, en fin de compte, je ne pense en ce moment à rien, mais réellement à rien, à rien. Oui, un chant monte dans la nuit. Je n'en sais le pourquoi, n'en connais les paroles. C'est un chant délivré de tout ce que le chant possède. Ce n'est que le chant de quelqu'un. Il monte dans la nuit, indépendant de ce qu'il dit, plus ou moins bien. Il monte absurde et naturel. Je ne me souviens plus que je pense. J'écoute. C'est un chant qui plane et qui plane. Comme vent sur la mer. J'entends, mais il s'arrête. Il devait être, car il fut. J'ai mal à quoi d'autre que l'âme.
Je sais bien que tout est naturel, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un cœur. Bonne nuit et merde. Éclate mon cœur. Merde à toute l'humanité. Dans la maison de la mère du fils qui a été écrasé, tout rit, tout s'amuse. Et il y a un grand fracas de klaxons innombrables pour rappeler. Ils ont reçu le dédommagement, bébé égale X. Ils jouissent du X en ce moment. Ils mangent et ils boivent, le bébé mort. Bravo, ils sont humains, bravo, ils sont l'humanité. Bravo, ils sont tous les pères et toutes les mères qui ont des enfants écrasables. Comme tout s'oublie quand il y a de l'argent, bébé égale X. Avec ça on a tapissé les murs, avec ça on a payé la dernière traite pour le mobilier. Pauvre diable que bébé, mais s'il n'était pas mort écrasé, qu'en serait-il du budget? Oui, il était aimé, oui, il était chéri, mais il est mort. C'est comme ça, il est mort, comme c'est triste, il est mort, mais il a laissé de quoi payer les dettes et ça c'est quelque chose. Bien sûr que ça a été bien malheureux, mais maintenant on paie les dettes. Bien sûr que ce pauvre petit corps sans défense a été tout déchiqueté. Mais maintenant au moins on ne doit plus rien à l'épicier. C'est bien triste ça oui, mais à quelque chose malheur est bon. Le bébé est mort, mais ce qui existe, c'est 10 sacs, c'est ça 10 sacs. On peut en faire des choses, pauvre bébé, avec 10 sacs. Payer beaucoup de dettes, notre bébé adoré, avec 10 sacs. Résoudre plus d'un problème, quel joli bébé tu étais, toi qui es mort, avec 10 sacs. C'est bien évident, c'est affligeant 10 sacs. Un de nos enfants sont écrasés 10 sacs, mais la vue de la maison rénovée 10 sacs, d'un foyer modernisé 10 sacs, ça fait oublier bien les choses, nous l'avons tant pleuré 10 sacs. On dirait que c'est grâce à Dieu qu'on les a reçus, ces 10 sacs. Pauvre bébé trucidé, 10 sacs. La veille de ne jamais partir. Au moins, on n'a pas à préparer de valise. Ni à faire des plans sur des bouts de papier. Avec un accompagnement involontaire d'oubli pour la partie encore libre du jour suivant. Il n'y a rien à faire. La veille de ne jamais partir. Grande tranquillité de n'avoir même plus de quoi rester tranquille. Grande sérénité qui n'a même pas envie de hausser les épaules pour cause pauvre ennui de dépassement de l'ennui et d'arriver délibéré dans rien du tout. Grande joie de n'avoir pas besoin d'être joyeux, comme une aubaine tournant le dos. Ça fait combien de mois que je vis? La vie végétative de la pensée. Tous les jours, sine linea.
Oui, tranquillité. Grande tranquillité. Quel repos après tant de voyages. Physique et psychique. Que de pouvoir regarder les valises fermées. Comme si on ne regardait rien. Somnol, âme, somnol. Profites-en, somnol. Somnol. Il n'est pas grand le temps qui t'est imparti. Somnol. C'est la veille de ne jamais partir. Donne-moi des roses et des lys aussi. Toutes les fleurs sont belles, toutes les fleurs consolent. Mais dans ce moment de mes nerfs, seules certaines fleurs me plaisent. Lance-moi donc par brassée sur mon âme rien que des roses et des lys. Donne-moi des roses et des lys aussi. Mon cœur pleure dans l'ombre des parcs. Je n'ai personne qui le console, vraiment, sauf l'ombre même des parcs, qui me pénètre l'âme à travers mon sanglot. Donne-moi des roses et des lys aussi. Ma douleur est vieille, comme un flacon d'essence rare recouvert de poussière. Ma douleur est inutile, comme une cage dans un pays où il n'y a pas d'oiseaux. Et ma douleur est silencieuse et triste, comme la partie de la plage que la mer n'atteint pas. Je viens aux fenêtres des palais en ruine, et je médite de l'intérieur vers l'extérieur pour me consoler du présent. Donne-moi des roses et des lys aussi. Mais tu auras beau me donner toujours plus de roses et de lys, jamais je ne pourrai trouver que la vie est une chose suffisante. Il me manquera toujours quelque chose. Il me restera toujours quelque chose à désirer, comme un plateau de théâtre désert. C'est pourquoi ne fais pas attention à tout ce que je dis, et bien que tout ce que je puis te demander te paraisse ne rien vouloir dire du tout,
Oh, ma pauvre enfance typique. Donne-moi de tes roses et de tes lys. Donne-moi des roses et des lys aussi. Ah, quelle cuite! Mais là, tout au fond, il y a qui je suis. Une vision anonyme du monde, vue de là où je suis. Ah, quelle cuite! Mais comme je vois bien que tous les autres perdent l'ancienne et naturelle conjoncture qui les rendrait vivants. Ah, quelle cuite! Mais les autres sont beaucoup plus sots que moi, parce qu'ils portent dans leurs mains leur cœur et demandent s'il est le leur. Mettre à profit le temps. Mais qu'est-ce que le temps pour que je le mette à profit? Mettre à profit le temps. Pas de jour sans sa vie. Le travail honnête est supérieur. Le travail à la Virgile, à la Milton. Mais il est si difficile d'être honnête ou supérieur, et si peu probable que l'on soit Milton, Virgile. Mettre à profit le temps. Extraire de son âme les morceaux exacts, ni plus ni moins. Pour y adjoindre les cubes ajustés, qui font de vraies gravures pour l'histoire. Vrai aussi sur le côté du bas, qu'on ne voit pas. Faire des sensations un château de cartes, pauvre Chine éveillée. Et des pensées, un domino, le même à côté du même. Et de la volonté, un coup difficile au billard. Image de jeu, de patience, de passe-temps. Image de la vie, image des vies, image de la vie. Verbalisme. Oui, verbalisme. Mettre à profit le temps. Pas une seule minute que l'examen de conscience nous connaît. Pas un seul acte indéfini et pas un seul factice. Pas un seul mouvement sans conformité avec quelque mobile. Bonne manière de la élégance dans la ténacité. Mettre à profit le temps. Mon cœur est fatigué comme un véritable mendiant. Mon cerveau est à point comme un gros paquet.
dans son coin. Mon chant verbalise, et comme il est, et il est triste. Mettre à profit le temps. Depuis que j'ai commencé à écrire, il s'est écoulé 5 minutes. Les ai-je mises à profit ou pas? Si je ne sais pas si je les ai mises à profit, que serais-je d'autres minutes? Passagère qui voyageait si souvent dans le même compartiment avec moi dans le train de banlieue, t'es-tu jamais intéressé à moi? Ai-je mis à profit le temps en te regardant? Quel a été le rythme de notre inaction dans le train en marche? Quelle a été cette entente à laquelle nous ne sommes pas parvenus? Quelle vie a-t-il eu dans tout ça? Qu'est-ce que ça a été pour la vie? Mettre à profit le temps. Ah, laissez-moi ne rien mettre à profit. Ni temps, ni être, ni réminiscence de temps ou d'être. Laissez-moi être une feuille d'arbre que des brises titillent. La poussière d'une route involontaire et solitaire. Le ruissellement vagabond de l'eau des pluies qui se tarissent. La marque des roues imprimée sur la route avant que d'autres lui passent dessus. La toupie du gamin qui va s'immobiliser et qui oscille du même mouvement que la terre et tressaille du même mouvement que l'âme et tombe comme tombent les dieux sur le sol du destin. J'ai mis bas le masque et me suis vu dans le miroir. J'étais l'enfant d'il y a 40 ans. Je n'avais changé en rien. Tel est l'avantage de savoir retirer le masque. On est toujours l'enfant, le passé qui demeure. L'enfant, j'ai mis bas le masque et puis je l'ai remis. Comme ça c'est mieux. Comme ça, je suis le masque. Et je retourne à la normalité. Comme un terminus de ligne. Toutes les lettres d'amour sont ridicules. Elles ne seraient pas des lettres d'amour si elles n'étaient pas ridicules. J'ai moi aussi écrit en mon temps des lettres d'amour comme les autres, ridicules. Les lettres d'amour, si amour il y a, se doivent d'être ridicules. Mais tout bien pesé, il n'y a que les créatures qui n'ont jamais écrit de lettres d'amour à être ridicules. Que ne suis-je à nouveau au temps où j'écrivais, sans me rendre compte de lettres d'amour?
La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont mes souvenirs de ces lettres d'amour-là à être ridicules. Tous les mots en majuscules comme les sentiments majuscules sont naturellement. Les jeunes filles par bande vont sur la route en chantant d'anciennes chansons, de celles dont la mémoire fait qu'on se mette à pleurer. Chantant car d'autres chantèrent, elles chantent pour chanter le chant qu'elles ont appris, en le chantant sans arrêt et toujours vieux et présent. Je ne sais quoi d'éternel, la joie, la vie elle-même vit dans le son tendre et fort qui fait venir aux fenêtres celles qui ne chantent pas. Celles-là dans la pénombre de l'amour promis ou cru sentent leur voix de douleur s'entrelacer à ce sens qui là-bas est rire et cri. Ce chant qui passe en effet sans le faire exprès figure l'immense malheur humain qu'aimer ou n'aimer pas, toujours le même sans fin. Nous aimons toujours dans ce que nous avons, ce que nous n'avons pas lorsque nous aimons. La barque s'arrête, je lâche les rames, et l'un l'autre, nous nous donnons les mains. Mes mains, je les donne à qui? À l'autre. Tes baisers sont du miel de bouche, ils sont ce que j'ai toujours pensé donner. Et maintenant, ma bouche touche la bouche que j'ai rêvé d'embrasser. Cette bouche est à qui? À l'autre. Les rames sont déjà tombées à l'eau, la barque fait ce que l'eau lui commande, mais bravant je mon chagrin dans les trains qui enfin est la leur. Mes bras autour de qui? De l'autre. Je sais bien, tu es belle, tu es celle que j'ai désirée, que la vie ne me permette pas que je désire plus que ce que peut être ton baiser, et pouvoir te donner moi un baiser, baiser de moi qui pense à qui? À l'autre. Déjà les rames bel et bien se sont perdues, la barque va vers je ne sais trop. Que de fraîcheur dans ton sourire, ah, mon amour est ce qu'il dissimule. Qu'en est-il du sourire de l'autre? Ah, peut-être morts tous les deux sur un autre fleuve sans lieu, dans une autre barque, une autre fois tout seul, nous pourrons bien recommencer, car tu seras peut-être alors l'autre. Mais non pas même là où ce paysage est placé sous éternelle lumière éternelle. Je ne te trouverai autre que quelqu'une en plein voyage, que j'ai aimée avec tendre anxiété, parce qu'elle est pareille à l'autre.
Ah mais pour l'instant, sans rame ni raison, donne-moi les mains, la bouche, ton être. Faisons de cette heure un résumé de ce que nous ne pourrons avoir en cette heure. L'unique soit l'autre. La 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 la. La 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 la. La 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 la.